Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'analyse de la prescription d'une patiente atteinte du zona. Dans l'épisode précédent, nous avons tout d'abord présenté le cas de Madame Dubois, notre patiente atteinte de sa première poussée de zona. Ensuite, les généralités sur cette maladie, et enfin, le début de l'analyse de l'ordonnance de cette patiente. Dans ce second épisode, nous poursuivrons la présentation sur la spécialité Zelitrex, dont le principe actif est le valacyclovir, le traitement antiviral de Madame Dubois. Après avoir défini la notion de prodrogue, nous présenterons l'acyclovir, le métabolite actif du valacyclovir, en mettant l'accent sur sa structure, sa pharmacocinétique, ainsi que son mécanisme d'action. Ensuite, nous reviendrons à la prescription de Madame Dubois afin d'identifier les éventuelles contre-indications pour la patiente, des problèmes qui découlent de cette ordonnance, les risques d'interaction médicamenteuse au sein de l'ordonnance ou avec ses traitements en cours, et enfin les potentiels effets secondaires. Chaque comprimé de Zelitrex contient 500 mg de valacyclovir, sous forme de chlorhydrate de valacyclovir. Le valacyclovir est une prodrogue de l'acyclovir. Il s'agit d'une molécule dans laquelle l'acide aminé L-valine est lié à l'acyclovir via une liaison ester. Une prodrogue est un médicament pharmacologiquement inactif qui, après administration dans l'organisme, doit subir une biotransformation pour libérer une molécule ayant une activité thérapeutique. La libération peut être induite soit par une réaction enzymatique, par des hydrolases, estérases, peptidases, phosphatases ou autres, soit par une transformation chimique, par oxydation ou réduction métabolique par exemple. En l'occurrence, après son absorption dans le tractus gastro-intestinal, le valacyclovir est hydrolysé en acyclovir, la molécule active, et un acide aminé essentiel, la L-valine. Cette hydrolyse a principalement comme médiateur chimique l'enzyme hydrolase du valacyclovir et se produit surtout dans le foie. La métabolisation du valacyclovir en acyclovir et valine est très rapide et quasiment complète. En ce qui concerne la structure de la molécule acyclovir, elle ressemble à celle de la désoxyguanosine, un nucléoside présent dans l'ADN. C'est pourquoi l'acyclovir est appelé analogue nucléosidique de la désoxyguanosine. Pour rappel, un nucléoside est un élément constitutif des acides nucléiques, ADN et ARN. Du point de vue biochimique, c'est une molécule associant deux éléments, une base azotée, qui est soit une pyrimidine, cytosine, thymine ou uracile, soit une purine, adénine ou guanine, un sucre à 5 atomes de carbone dit pentose, un ribose pour les nucléosides de l'ARN ou un désoxyribose pour les nucléosides de l'ADN. L'assemblage d'un nucléoside avec un groupement phosphate aboutit à la formation d'un nucléotide, produisant alors, par liaison avec d'autres nucléotides, une molécule d'ADN ou d'ARN. La 2'-désoxyguanosine est constituée d'une base azotée de type purine, la guanine, et d'un cycle désoxyribose. À l'instar de la désoxyguanosine, l'acyclovir est également constitué d'une guanine. Mais à la place du cycle désoxyribose, cette molécule présente une chaîne acyclique à 3 carbones dotée d'une fonction alcool primaire terminale et d'une fonction éther. Cette chaîne présente une analogie avec le pentose, mais est dépourvue de groupement hydroxyle en 3'. L'acyclovir, commercialisé sous le nom de Zovirax, a longtemps été le traitement de référence du zona. Dans cette indication,
Il peut être administré par voie orale sous forme de comprimé dosé à 800 mg et sous forme de suspension buvable de 400 mg par 5 ml. La posologie chez un adulte est de 800 mg 5 fois par jour pendant 7 jours. L'aciclovir possède un excellent profil de tolérance. Cependant, sa biodisponibilité orale est seulement de 10 à 20%. 10% pour les comprimés et 20% pour la solution buvable, avec une demi-vie plasmatique de 2 à 3 heures, justifiant une administration en 5 prises par jour. Par conséquent, pour pallier cette faible biodisponibilité orale de l'aciclovir, des nouvelles molécules ont été développées, le valaciclovir et le famciclovir. La molécule de valaciclovir a été formulée au cours des années 90 par le laboratoire pharmaceutique Burroughs Wellcome, devenu GSK. Grâce au groupement L-Valil, le valaciclovir va pouvoir utiliser les transporteurs peptidiques couplés au proton PEPT1, se situant au niveau de l'épithélium intestinal. Ces derniers sont responsables de l'absorption des dipeptides et tripeptides, provenant de la digestion des protéines alimentaires. Cela permet à la biodisponibilité de l'aciclovir issu du valaciclovir de passer de 10-20% à 54%. Ainsi, les concentrations plasmatiques d'aciclovir après la prise de Zelitrex sont 3 à 5 fois supérieures à celles obtenues après la prise orale de Zovirax. Il faut noter que contrairement à l'aciclovir, la biodisponibilité du valaciclovir n'est pas diminuée par la prise concomitante de nourriture. En pratique, remplacer l'aciclovir par le valaciclovir a comme intérêt de réduire le nombre de comprimés à ingérer quotidiennement, ce qui permet une meilleure observance du traitement et un plus grand confort du malade. Chez le patient atteint du zona, le valaciclovir est administré 3 fois par jour, alors que l'aciclovir doit être pris 5 fois par jour. La principale voie d'élimination du valaciclovir est la voie rénale, principalement sous forme d'aciclovir, plus de 80% de la dose décelable, et du métabolite de l'aciclovir, la 9-carboxyméthoxyméthylguanine, environ 14% de la dose décelable, alors que seulement 1% sera éliminé sous forme inchangée. Après avoir pénétré dans une cellule infectée, l'aciclovir agit en bloquant la réplication de l'ADN viral par inhibition de l'ADN polymérase. Afin d'être efficace, l'aciclovir doit être triphosphorylé. Cette triphosphorylation se fait en 3 étapes. La première étape de la phosphorylation de l'aciclovir est assurée par une enzyme virale spécifique. Pour les virus HSV, VZV et EBV, il s'agit d'une thymidine kinase virale, qui n'est présente que dans les cellules infectées par le virus. Les 2 phosphorylations suivantes, transformant l'aciclovir monophosphate en aciclovir di puis triphosphate, sont quant à elles assurées par des kinases cellulaires. L'ADN polymérase viral peut utiliser l'aciclovir triphosphate comme un substitut du composé naturel 2'-désoxyguanosine triphosphate lors de l'élongation de l'ADN viral. Il sera incorporé à l'extrémité du brin ADN viral en croissance. L'élongation de la chaîne d'ADN s'arrête car l'aciclovir ne possède pas de groupement hydroxyle nécessaire à l'insertion d'un nouveau nucléotide. La synthèse de l'ADN est ainsi interrompue. La réplication virale est donc bloquée. L'affinité de l'aciclovir triphosphate pour l'ADN polymérase viral est environ 30 fois plus élevée que vis-à-vis de l'ADN polymérase cellulaire, ce qui lui offre une sélectivité permettant d'agir sur les cellules infectées en touchant très peu les cellules saines.
Cela fait de l'aciclovir une molécule de choix pour traiter les personnes atteintes du zona en raison de sa spécificité et de sa faible toxicité. Y a-t-il des contre-indications pour cette patiente ? Le paracétamol n'est contre-indiqué qu'en cas d'insuffisance hépatocellulaire. Et la codéine est à proscrire en cas d'asthme ou d'insuffisance respiratoire. Madame Dubois n'est pas concernée. Y a-t-il des interactions médicamenteuses ? Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse entre les 3 spécialités prescrites. La prescription pose-t-elle des problèmes ? Ce traitement du zona vient s'ajouter à son traitement anti-arthrosique. Dans son historique figure la glucosamine, un traitement de fond des douleurs arthrosiques, ainsi qu'un médicament d'appoint pour le traitement des douleurs aiguës, le kétoprophène, un anti-inflammatoire. Il est préférable d'éviter toute prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients atteints de zona. En effet, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent masquer les signes d'une infection, comme la fièvre ou la douleur, et donc conduire à un retard du diagnostic et de prise en charge du patient, altérer la réponse immunitaire, et favoriser les complications infectieuses de la peau et des tissus mous. Une étude a montré que la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens multiplie par 1,6 le risque d'atteinte cutanée grave au cours d'un zona. En revanche, la glucosamine, anti-arthrosique d'action lente, pourra être administrée sans problème. Quels sont les principaux effets indésirables ? La molécule de valacyclovir est relativement bien tolérée, du fait qu'elle n'est active que sur les cellules infectées par le virus VZV. Les effets indésirables entraînés sont donc rares. Par voie orale, les effets secondaires les plus fréquemment décrits par les patients sont des éruptions cutanées bénignes régressant à l'arrêt du traitement, des troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, et des troubles neuropsychiques tels que des céphalées. D'autres troubles nerveux comme la confusion, l'agitation, les tremblements, les convulsions et les hallucinations ont été plus rarement signalés, le plus souvent chez des personnes âgées ou des insuffisants rénaux ayant reçu des doses supérieures à la posologie recommandée. Une adaptation posologique est recommandée en fonction de la clairance de la créatinine chez ces patients. De plus, chez ce type de patient, il est important de faire attention au valacyclovir, dont la biodisponibilité en acyclovir est plus élevée. Le dafalgan-codéine peut être à l'origine de constipation, nausées et somnolence. Il convient d'éviter toute utilisation prolongée à forte dose. Cela mènerait à un risque de dépendance. Il faut également déconseiller impérativement à Madame Dubois toute consommation d'alcool pendant la durée de son traitement antalgique et lui recommander d'éviter de conduire dans les heures qui suivent la prise du dafalgan-codéine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans le 3e épisode, nous vous présenterons les conseils à la patiente. Dans cette partie, nous délivrerons auprès de la patiente des conseils sur le bon usage des médicaments prescrits par son médecin. Nous l'informerons également des signes invitant à une nouvelle consultation chez son médecin traitant. Et enfin, nous terminerons sur les différents conseils non médicamenteux qui peuvent être associés à l'ordonnance de Madame Dubois. Nous vous donnons rendez-vous dans cette prochaine vidéo. À bientôt.